à tous, bienvenue dans Mêlée Ouverte, ton nouveau rendez-vous rugby tous les lundis sur la chaîne YouTube RMC Sport. On va débriefer le match entre la France et l'Italie, se projeter évidemment sur la rencontre qui arrive très vite face à l'Écosse et on va simplement s'amuser, jouer en compagnie d'Henri Chavancy, légende du Racing 92 qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Comment ça va Henri ? Ça va très bien, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être là. Alors je dis légende du Top 14, mais comment je te présente maintenant ? C'est quoi ton activité au jour le jour ? Écoute, ancien joueur et voilà, je suis resté au club du Racing pour travailler dans les bureaux notamment. J'entraîne aussi un petit peu les espoirs et voilà, parallèlement à ça, je suis une formation aussi au C2S de Limoges, donc voilà, bien occupé. Très bien, question très polie, mais après on va te cuisiner, hein, je te préviens, là c'est pour te mettre un petit peu en confiance. Quelqu'un en confiance à ma gauche, notre joker médical, l'excellent Cyprien Bétou, comment ça va ? Ça va très bien, je bosse moins qu'Henri, donc je suis un peu plus souple, ça va. Et très disponible, c'est très disponible. Et le pilier de cette émission, l'excellent bien sûr Pierre Thévenet, qui est sur ça. Pas, mais toujours présent. 4e titularisation d'affilée, hein. Tu sais que les places sont chères. Et j'ai un avantage d'habiter à Paris, oui, ce qui me donne tout de suite un avantage par rapport aux gens de Provence. Par rapport à Wilfried qui devait être avec nous et qui nous donnera des infos tout au long de l'émission, puisque c'est notre envoyé spécial à l'entraînement du Stade Toulousain, puisque on se dit qu'il y aurait peut-être le retour de Romain Ntamack à l'entraînement. La blessure de Mathieu Jalibert, ça pourra peut-être être l'occasion d'un nouveau débat. De faire 8 émissions là-dessus en fait. Ça va être le débat à chaque émission, hein, donc ça maintenant vous êtes prévenus. Messieurs, pour revenir un tout petit peu sur le match France-Italie, avant évidemment d'avoir vos top flops, tout ça, vous étiez deux à être au match. Pierre, on s'en doute. Henri, tu as aussi été mis à l'honneur lors du match entre la France et l'Italie, c'est ça ? Écoute, la Fédération française de rugby là, avait invité les internationaux qui avaient arrêté leur carrière au mois de juin à venir assister au match. C'était très sympa. On a passé un petit moment aussi la veille du match avec les joueurs lors de la remise des maillots. Et voilà, c'était un très beau moment et on a eu la chance d'être mis à honneur à la mi-temps du match dimanche. Donc voilà, un bon moment passé avec le 15 de France. Pierre, t'étais au stade, je crois que tu commentais, ou en tout cas t'étais brillant. Quoi il y a Wilfried, faut que je laisse Wilfried commenter, il a du mal encore à lâcher le micro. C'est comment l'ambiance au stade Pierre-Mauroy ? C'est différent du Stade de France ? Ah oui, c'est différent parce que c'est le toit fermé déjà, et mine de rien, en avant-match, je trouvais que ça résonnait encore plus la Marseillaise. On sait qu'ils font la Marseillaise a cappella, ça avait vraiment de l'allure ce match. Après, c'est toujours particulier, on en discutait avec Julien Landry, c'est qu'il n'y a pas de chant de supporters tricolores, donc une fois qu'ils ont fait 5, 6, 7 fois la Marseillaise pendant le match, parfois il y a des moments où ça retombe un peu, mais en tout cas le stade était parfait pour ça, parce que oui, toit fermé, donc ça résonne un peu comme à Cardiff, c'est que tout ce que tu fais est multiplié. Les jeux de lumière du début de match étaient un peu moins poussés que ce qu'on a au Stade de France, parce qu'il y avait un peu moins de moyens dessus, mais en tout cas oui, l'ambiance était toujours très sympa, et puis c'était plein à craquer, surtout c'est ça qu'il faut remarquer, ils ont encore fait un record d'audience 7,5 millions de match, moyenne, donc bon. Mais pas de supplément d'âme, on va dire à Lille. On a parfois des matchs compliqués par rapport au Stade de France. Il n'y a pas cet effet de la province qui pousserait encore davantage. Tu n'as pas remarqué ça au stade ? Non, pas spécialement. Après, Lille, c'est pas non plus une terre de rugby. Attention, il est du Nord. Ah oui, bah excuse-moi, le rugby à Valenciennes. Alors déjà, on me parle à l'oreillette pour me dire autre chose, alors que je voulais mettre un taquet. Attends, tu rigoles ou quoi ? Je suis allé voir Marc-en-Barœul-Rouen. Il y avait 10 000 personnes. Tu fais le rugby français, c'est génial. Excuse-moi. C'est la dernière titularisation de Pierre. Non, mais c'est très bien d'aller jouer à Lille parce qu'il faut développer le rugby là-bas. Mais tu peux pas me dire que c'est une terre qui vibre le rugby. Oui, mais tu disais pareil de la Bretagne avant que Van y aille, et puis on voit que c'est l'un des plus beaux publics. Sors un petit peu de c'est ça, mais t'as raison. Moi je suis de Paris, c'est pour ça qu'on fait appel à moi. En tout cas, il est lucide parce que c'est peut-être pour ça. Mais moi j'ai l'habitude, de Paris La Défense Arena pleine à craquer pour le Racing 92. Profite, ça commence, c'est pas beau. C'est un petit tacle. Profite parce qu'il y en a plus pour longtemps. Cela dit, dans le centre-ville de Lille, pendant toute la journée de dimanche, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de supporters et une super ambiance avec beaucoup de supporters italiens aussi qui avaient fait le déplacement. Donc c'était un beau moment à Lille hier. Et puis Pierre qui met des taquets, j'ai quand même vu des stories de l'Australian Bar dans le vieux Lille, de plus en plus flou au fil de la soirée. On aurait dit Henri Tulagi en boîte. Cyprien, quand tu regardes un petit peu le match de nos Bleus hier, sans parler des individualités, est-ce que tu es satisfait de cette victoire des Bleus 33-8 ? Satisfait forcément parce qu'il y a le bonus, il y a la victoire et donc le grand chelem est toujours possible. Après, sur le contenu, c'est plus poussif que les deux premiers matchs. Contre
contre l'Irlande, c'était un match vraiment très abouti. Contre le Pays de Galles, avec une adversité plus faible, c'était aussi très bien. Là, l'Italie, c'était peut-être le gros test de ce début de tournoi. C'est ce que disaient les joueurs, le staff. Il y a eu quand même entre la 28e et la 72e 0 point marqué côté français, ce qui est quand même une grosse période. Donc peut-être un peu poussif, peut-être que le forfait de Jalibert la veille a expliqué aussi ce jeu offensif un peu défaillant par moment, mais l'essentiel est là, le Grand Chelem est toujours d'actualité. Alors juste sur l'adversité, on a justement Thomas Ramos qui nous parle de cette équipe italienne, celle qui est peut-être la plus forte pour lui depuis le début du tournoi. Je crois qu'on sous-estime parfois un peu trop l'Italie au vu du parcours qu'elle a dans notre sport depuis quelques années, mais croyez-moi, sur le terrain, ça a tapé plus que les 2 premiers matchs, donc on avait préparé ce match très sérieusement et je crois qu'on a bien fait parce que l'intensité imposée par les Italiens en face était au rendez-vous. Henri, toi, tu as été convaincu par cette équipe de France face à l'Italie ? Convaincu, oui, parce que c'est vrai que ça a été peut-être un peu plus poussif que sur les 2 premiers matchs, mais il faut donner du crédit aussi à cette équipe d'Italie qui est en train de progresser énormément, qui monte en puissance avec un énorme travail du staff emmené par Gonzalo Quesada depuis quelques années maintenant. Et voilà, c'est plus l'Italie, même s'il y a 2 ans, on se souvient du match nul où on aurait pu... perdre ce match à la dernière action, mais c'est plus le match facile du tournoi destination, l'Italie. C'est au contraire un match à prendre énormément au sérieux. Comme l'a dit Thomas Ramos, ils ont fait une semaine très consciencieuse et c'était vraiment un match très, très engagé, très vraiment âpre, avec des grosses séquences aussi des Italiens. Donc peut-être qu'offensivement, effectivement, ça a été moins... reluisant que les 2 premiers matchs, mais franchement défensivement tu peux en attester, ça a tapé très fort et défensivement franchement l'équipe de France a été vraiment au rendez-vous. Wilfried nous en parlait tout à l'heure, il était à l'aéroport à Paris avec certains Toulousains et il disait qu'ils étaient marqués, que ça avait vraiment tapé fort face à cette équipe italienne. Moi, c'est un match qui presque me rassure en fait pour la suite, parce que je suis d'accord avec vous, c'était pas flamboyant en attaque, on s'est un peu ennuyé même à certains moments. Je pense que tous ces problèmes-là sont liés en partie au forfait de dernière minute de Mathieu Jalibert. C'est peut-être un problème pour la suite de devenir dépendant de Mathieu Jalibert pour bien jouer, mais je pense que c'est des problèmes qui sont solvables au vu de ce qu'on a vu sur le début du tournoi, et j'ai été vraiment impressionné pour le coup par l'attitude défensive des Bleus qui avait été en grande difficulté. C'était le point que Fabien Galtier avait souligné toute la semaine, la défense de la ligne d'en but des Bleus. Il me semble que les équipes, l'Irlande et le Pays de Galles, ils avaient marqué sur 2 tiers de leurs incursions dans les 22 mètres. C'est-à-dire quasiment dès qu'ils venaient dans nos 22 mètres, ils marquaient. Là, ce coup-ci, les Italiens n'ont quasiment pas marqué. Ils sont rentrés 8 fois, ils mettent un seul essai. Donc disons que c'était l'équipe déjà avant le match la plus faible sur les entrées en 22 mètres. Exactement, je suis d'accord. Il le dit aussi, c'est aussi une faiblesse italienne autant que force française. Il le dit aussi, mais je trouve que d'arriver à gagner un match moche comme ça, et encore une fois, il y a 50 000 choses qu'il faut faire mieux, mais arriver à gagner un match moche, le gagner quand même 33-8, continuer à avancer en faisant un match réaliste, froid, costaud, on s'est pas amusé, mais je me dis que les Bleus sont aussi capables de gagner comme ça. C'est un peu comme ça que je le vois aussi. Alors si tu devais noter la prestation de l'équipe de France, tu mettrais quelle note à nos Bleus ? Sur 10, allez. 7 7 ? Ouais. Cyprien ? Oui, 6. 7. Oh, de plus en plus... 6,5, 7. Oui, 4. Non, alors il disait 4. Non, mais en effet, la défense était très bien, mais encore une fois... je veux bien expliquer l'absence de Jalibert, mais offensivement, c'est aussi ce qu'on reprochait sur l'Irlande et sur le Pays de Galles, les lancements de jeu après mêlée, après touche. On a quand même été embêtés, on n'a pas trouvé de solution malgré la défense italienne qui était très bien en place. Mais en cours de match, avec les joueurs qu'on a sur le terrain, on doit essayer de s'adapter. On l'a fait, mais peut-être un peu tard aussi. Donc non, 6,5, ouais, très bien. 6,5. Henri, une petite note ? 6,5, 7, ouais, je pense qu'il ne faut pas occulter vraiment la performance défensive de l'équipe de France. Ça fait vraiment partie de la performance d'une équipe. Je te rejoins sur le fait que les Italiens, ils n'ont pas été très pragmatiques. Ils ont eu 2-3 occasions d'essai avant qu'ils mettent leur premier essai finalement chanceux en plus. Assez chanceux, mais ils ont eu 2-3 occasions nettes de scorer en première mi-temps, et justement la défense des Français a empêché ça. Donc voilà, non, je pense que c'est une performance pas forcément très aboutie offensivement, mais une performance assez solide. Donc je dirais oui, entre 6 et 7, je pense que c'est... Pour revenir juste sur la défense, les chiffres, c'est qu'on est rentré... Les Français sont rentrés 8 fois dans les 22 mètres italiens, ont mis 5 essais. Les Italiens sont rentrés 8 fois aussi dans les 22 mètres français et ont marqué qu'une seule fois. Donc ça montre aussi la différence d'efficacité. Et juste sur la défense, il y a un point qui, par rapport à novembre, a été carrément amélioré, c'est quand même la discipline. On prenait en moyenne 12 pénalités par match en novembre, on est descendu à 7 contre l'Italie, et c'est le match où on a pris le plus. Je trouve qu'il y a eu vraiment un gros boulot
boulot de fait sur reculer cette ligne de défense. Surtout les pénalités viennent pas forcément de hors-jeu Non, comme c'était en novembre. Là, en novembre, ça vient c'était de une mêlée, catastrophe. Ça vient de fautes autres que la ligne d'hors-jeu en plus. On va passer à vos top flops, messieurs. Un top, ce serait ça? Ce serait la défense, on est tous d'accord dessus. Ils ont été brillants en défense, solides en défense, nos bleus. Ouais, l'image de Fabien Broboiry, 2 sélections, 18 sur 18 lors du premier match, 14 sur 14 lors du deuxième match. Pour un centre, c'est pas mal Pour ça. un centre, 100% en défense. Tous les regards sont tournés vers Henry d'un coup. C'est quand même, alors c'est peut-être anecdotique, mais ça montre le travail de défense de l'équipe et notamment de Fabien Broboiry en plus. Il t'impressionne, Henry, Fabien Broboiry? Fabien Broboiry, c'est vraiment un joueur qui est en train d'exploser. C'est le prototype du numéro 12 moderne, costaud, fort ballon main. Il est capable de gagner des mètres avec le ballon, mais aussi de faire jouer les autres avant la défense, mais aussi après contact. Donc c'est vraiment un joueur assez impressionnant et qui a des cannes en plus qui est assez rapide, donc fort défensivement, on vient de le voir. Donc c'est vraiment un joueur très complet et qui a un bel avenir devant lui. Là c'est ton œil de spectateur, d'analyste. Tu l'as déjà joué, Fabien Broboiry, ou il y a eu un passage générationnel, tu l'as raté? Je l'ai joué une fois, c'était l'an dernier justement, lors de ma dernière saison à Pau, où justement quand j'avais regardé la compo d'équipe, je me dis mais c'est qui ce mec? Bon vis-à-vis, on est plutôt... Non, mec du centre, on est bien. Et en fait, j'ai vite compris que j'allais passer à une sale partie, parce que c'est vraiment, malgré son jeune âge, un joueur déjà très, 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 très intéressant. Dans la hiérarchie, tu penses que s'ils sont tous fit, il est encore derrière Yoram Moefana, ou vu ce qu'il nous a montré depuis 2 matchs, il est peut-être déjà passé devant? Yoram Moefana, il a énormément de qualité aussi. Il a aussi plus d'expérience que Fabien Broboiry. Donc peut-être que si les deux sont à 100% de leur forme, Yoram Moefana est encore devant dans la hiérarchie. Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir un joueur qui le pousse comme ça pour rester à 100%. Il n'a pas le droit de se relâcher. Sinon, il sait qu'il y a un joueur avec un talent assez extraordinaire aussi qui pousse et qui est prêt à prendre le relais. Et est-ce que tu penses que c'est important ces associations de clubs, que si Moefana et De Porter sont ensemble, il faut les faire jouer ensemble, et Broboiry et Gaëton, il faut les faire jouer ensemble, ou en bleu ça n'a pas tant d'importance que ça? Pas forcément, c'est forcément un plus. D'ailleurs, on le voit, là, sur le premier match, c'était Moefana, De Porter, et sur les 2 autres, c'était Broboiry et Gaëton. Donc, c'est pas forcément un hasard, c'est pas anodin. C'est pas non plus aussi important que ça, même si ça permet d'avoir des automatismes qu'on travaille tout au long de l'année. Ils ont aussi pas mal de temps à Marcoussis pour travailler justement ces automatismes. Donc, c'est pas une obligation, mais c'est sûr que c'est un plus quand on connaît bien son partenaire. Et c'est même plus que des associations à deux, parce qu'il y a aussi souvent avec Mathieu Jalibert qui leur est associé. On a beaucoup débattu alors c'était pas le match où on peut illustrer ça, mais ça me fait plaisir de t'avoir pour te poser la question. On avait Julien Landry qui nous disait ça l'embête un petit peu de voir Mathieu Jalibert défendre en 13 comme il fait à l'UBB avec l'équipe de France. On change un petit peu le système défensif. Est-ce que c'est perturbant pour des joueurs de passer parfois on défend avec le 10 en 10, on défend avec ton 10 qui défend peut-être un petit peu moins bien en 13? Non, c'est des choses qui arrivent avec des ouvreurs qui défendent moins bien, mais c'est qui sont peut-être plus à l'aise avec quand il y a des espaces à défendre, plutôt que quand il y a les gros porteurs qui viennent directement sur la ligne défensive. Donc c'est pas forcément qu'ils sont moins bons défensivement, mais c'est qu'ils sont plus à l'aise peut-être sur les extérieurs. Au Racing, j'ai connu ça par exemple avec un joueur comme Antoine Gibert qui aimait plus défendre plutôt sur les extérieurs. Donc voilà, c'est pas forcément perturbant dans la mesure où on le travaille la semaine évidemment, et que quand on le sait en amont, on a le temps de le travailler, et c'est pas forcément un souci. Un Dan Carter, il défendait sur les... il bougeait pas lui. Il donnait pas sa part au chien, lui il restait en premier défenseur. Dan Carter aussi, Finn Russell aussi. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas, encore une fois, c'est pas forcément problématique. Qu'ils sont mauvais défensivement, mais c'est qu'ils ont des qualités qui sont plus à même de démontrer sur les extérieurs, quoi. Fabien Broboiry, top. Il y a un autre top, messieurs, sur ce match. Emmanuel Méafou, peut-être, qui a été exceptionnel, alors qu'il était un peu moins bien jusque-là dans la saison. Ah oui, il a fait un très gros match. Il a surtout fait 80 minutes. Ouais. Galtier a dit que c'était un vrai défi pour lui et qu'il l'avait remporté haut la main. Je sais pas, même en club, je sais pas s'il en a fait beaucoup. 80 non, minutes, c'est très rare. Et puis vraiment 80 minutes pleines où il a été porteur de balle, il a attaqué la ligne, il a mis un essai, il a été présent un peu partout, solide aussi en défense. Non, honnêtement, il fallait, après les 2 premiers matchs où Olivon Guillard s'était un peu imposé dans la deuxième ligne, sortir une grosse perf pour Flamand
et Meafou. Les deux ont fait un gros match, mais surtout Emmanuel Meafou. Mais pour moi, tout est lié. L'absence de Jalibert fait qu'on a plus joué autour de Dupont. Il a plus pris les choses en main sur ce match. Et donc, on a aussi plus vu Mani Meafou servi à une passe autour des rucks. Il a été beaucoup plus important dans un match comme ça où on a moins demandé du déplacement, ce qu'on demande à Olivon ou à Guillard, et plus là, de la force brute pour perturber tous les ballons portés, pour faire avancer les Bleus. Et en effet, il fait un match énorme. Et c'est un des seuls tricolores à accepter de parler de Grand Chelem. Donc après le match, il m'a dit ouais, on y pense. Sont contents en plus. C'est ça, c'est pour ça. Donc on va lui mettre 9 sur 10, Emmanuel Meafou. Il y a d'autres tops, messieurs, sur ce match qu'on... Pour moi, en fait, c'est pas un top, mais c'est un grand gagnant du week-end. On en parlait, c'est Jalibert. Ouais. Ce qu'il a montré à quel point il était peut-être déjà devenu hyper important dans cette équipe avec seulement 2 matchs. Le fait qu'il soit là, ça a amené une animation. On en a beaucoup parlé avec 2 numéros 10, Ramos et Jalibert qui se relayaient. Quand il n'est pas là, c'est pas possible de le faire, tout simplement. Et donc, je pense que son absence a été remarquée et que s'il est apte, ça devrait être lui qui enchaînerait contre l'Écosse. Ouais, après ça, je pense que le petit bémol de ce que tu dis, c'est qu'on le saura vraiment quand Romain Tamac sera revenu et que là, il y aura une compétition peut-être entre Mathieu Jalibert et Romain Tamac. On sait que si Mathieu Jalibert ou Romain Tamac sont aptes, Thomas Ramos sera plutôt au poste d'arrière. Donc là, effectivement, Thomas Ramos a dépanné au poste d'ouvreur et il le fait avec énormément de talent. Il l'a su aussi la veille du match, donc c'est pas forcément évident dans la préparation. Mais je pense que c'est vraiment quand Romain Tamac sera remis de sa blessure qu'on verra si Mathieu Jalibert vraiment est passé au poste de numéro 1 dans la hiérarchie. Et pour revenir, tu demandais s'il y avait d'autres tops. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le match de Dréan, Gaël Dréan. Oui. Même si offensivement, encore une fois, il n'a pas eu énormément de possibilités de ballon, de possibilités de se mettre en évidence, mais voilà, à l'image de ses 2 premiers plaquages, je pense que c'est il envoie tout de suite un message, il met de l'intensité, c'est peut-être le meilleur défenseur à l'aile qu'on ait en top 14, parce qu'il fait pareil à Toulon, dans la truc il adore ça, quoi. Mais là tu sentais investi, quoi. Pour le début du match, il voulait marquer son vis-à-vis, c'était impressionnant. Il a commencé le match à mettre 2 cartouches en 5 minutes et je pense que ça lui a donné beaucoup de confiance aussi pour le reste de son match, et j'ai trouvé très propre, et les peu de ballons qu'il a eu, on sent qu'il a vraiment beaucoup de qualité et qu'il est capable de s'imposer. La sélection, premier essai, comme la semaine précédente au Pays de Galles, ça montre que ceux qui arrivent en sélection sont décomplexés et complètement intégrés dans le collectif. Et justement, pas tous, parce que quand tu vois Noah Néné, par exemple, qui a eu 10 minutes, alors c'est très dur, c'est très dur, je suis d'accord, c'est très dur, mais sauf que lui, il a perdu des points pour le coup. Oui, mais je pense pas. Peut-être que s'il avait commencé la rencontre, il aurait été plus en confiance. Là, il voit que le match est gagné pour l'équipe de France au Pays de Galles, il lui reste 15 minutes, il veut peut-être forcer certaines actions, parce que c'est aussi une volonté de se dire, j'ai 15 minutes, je sais pas quand est-ce que j'en aurai d'autres, et puis c'est pas le montrer, quoi. Et puis c'est pas le même statut avec Dréan non plus, même si c'était tous les deux des nouveaux. Dréan, il est là depuis un peu plus longtemps en bleu, il était là depuis le début du rassemblement. Fabien Galtier le dit dans une vidéo publiée sur le YouTube de France Rugby que il a proposé à Gaël Dréan de rentrer en club parce qu'il a instauré une rotation sur ses réservistes, et Dréan lui a dit non, je reste, s'il y a une petite fenêtre je veux la prendre. Donc on sent qu'il était là, il était tout proche. Je pense que Noah Néné il joue parce qu'il y a 6 mecs qui sont pas là devant lui, donc c'est pas le même c'est complètement différent aussi d'avoir une première sélection en tant que titulaire et rentrer en jeu, comme tu le dis, 10 minutes où tu as envie de prouver, tu as envie de faire la belle action, de montrer que tu existes, etc. Ça. Il fait pas une mauvaise entrée, il en fait juste un peu trop. On sent qu'il déborde. Pour moi, il fait quand même une mauvaise entrée, mais ça reste un excellent joueur qui a 10 matchs de top 14 et qui a un talent fou, bien sûr. Voilà, encore une fois, comme disait Henri, le train il passe, tu sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Il voit qu'au centre autour de lui, il y a quand même du beau monde. Et donc le poste concurrentiel, si j'ai une opportunité de montrer que je sais faire des choses, c'est le moment, quoi. Alors, messieurs, il y a un joueur dont vous ne me parlez pas en top, c'est Antoine Dupont. Est-ce que vous le mettez en top ou on s'habitue à l'exceptionnel? Vous ne le citez pas. La routine. C'est un peu ça. Boulot. Donc on le met en top ou pas? Bien sûr. Au top. Avec Meafou, pour moi, c'est les 2 joueurs. Il a tout fait. Il a tout fait. Avec l'absence de Jalibert, c'est lui qui a fait toutes les sorties de camp, c'est lui qui a dicté le tempo, le rythme, la défense. La défense. Il a mis des timbres en défense pour aussi faire monter. Non, il a été incroyable. Mais le problème, c'est que dans l'imaginaire, Antoine Dupont est obligé de faire une percée de 40 mètres, 3 Chistera, alors il y a 4 défenseurs. Enfin, là, il fait un match complet d'un demi de mêlée exceptionnel. Et je trouve qu'il a
un petit peu simplifié son jeu par rapport à l'année dernière. C'est du top du top. Mais je trouvais que l'année dernière aussi Nation, au début, il portait vraiment beaucoup. Il essayait de faire tout le temps les différences au cœur des. Il revenait du 7, exactement. Et je trouve qu'il le fait encore, mais en abusant un petit peu moins de ses super pouvoirs. C'est-à-dire qu'il sur l'essai de Meafou, il anime, mais tu revois la séquence, c'est une fois à gauche, une fois à droite, un 3/4, un avant, et bam, Meafou se retrouve dans un intervalle énorme devant la ligne. Et je trouve qu'il a, je sais pas si c'est d'accord Henri, mais il a touché le sublime hier. Ouais, c'est vrai que on est habitué de voir des performances assez extraordinaires d'Antoine Dupont. C'est vrai que je vous rejoins, peut-être qu'il porte moins autour des rucks, ce qui fait qu'il arrive à mieux faire jouer les autres, mais surtout ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a toujours de l'incertitude. Quand il va jouer à droite, il a toujours un petit regard à gauche pour fixer la défense, pour faire jouer ses partenaires de l'autre côté. Il fait toujours le geste juste au bon moment. C'est assez impressionnant. Le fois, il arrive qui joue là, petit côté, il y a Zuliani, je crois, et Canoë, il leur fait allez, restez assis, messieurs, restez en place. Mais des fois, il arrive à partir d'un côté, il se rend compte que c'est pas le bon, il attend de refaire le tour du ruck et de rejouer dans le sens. C'est dingue chez lui, parce que quand tu le regardes, tu dis, il fait peut-être pas forcément le meilleur choix ou le choix le plus simple, mais il se sort tellement de ces situations facilement que ça devient un choix. Mais en fait, c'est que même s'il se met un peu sous pression, s'il y a un défenseur qui se jette, il élimine, t'as un trou béant, donc personne trop n'ose y aller sur lui non plus. Du coup, il a un temps pour manœuvrer qui est dingue. On parle du jeu à la main, mais on va juste se poser sur son jeu au pied. Pied droit, pied gauche, les sorties de camp, sous pression pour dégager, le jeu au pied pour Biel Biarré sur le premier essai. Tout est parfait. Des deux pieds, c'est masterclass. Un petit mot sur les flops, messieurs. Est-ce qu'il y a des joueurs ou des secteurs qui vous ont déçus? Vous êtes moins. Si Cyprien est en train de bouillir. J'ai trouvé que peut-être que la troisième ligne était un peu moins active que sur les deux premiers matchs. J'ai trouvé Gégou peut-être un peu trop gournand à certaines occasions. En effet, la passe de quarterback était pas. À mon avis, elle est trop. C'est un joueur de break. Je pense que il a énormément de volume. Je pense que il n'a pas fait toujours les bons choix en attaque. De l'autre côté, François Cros, je pense qu'il revient. Il faut pas oublier qu'il revient aussi de blessure. Il a enchaîné 3 gros matchs. Entre l'Irlande, Pays de Galles et là, je l'ai senti peut-être un peu plus émoussé contre l'Italie. 5 plaquages uniquement, je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que pour quelqu'un qui est habitué à un gros volume, un gros travail de l'ombre, peut-être un peu plus en retrait. Et après, cette première ligne qui a été un peu en difficulté, même si j'ai lu aujourd'hui qu'Yannick Bru disait que Fischetti, Ferrari avaient des positionnements qui... Non mais disons que moi c'est pas. On dit que les Italiens trichent un petit peu. Mais bon. Moi Flo, c'est pas Doudou Aldeguerri qui m'inquiète particulièrement ou un autre, c'est la profondeur à ce poste-là. C'est plutôt ça, de dire que Aldeguerri à la 45e, on le voyait au stade, il en pouvait plus. Il demandait à William Servat, il faisait comme ça, il disait je veux sortir. Sauf que sur le banc, t'as Georges Colombe, tu sais pas combien de temps il peut tenir non plus. Donc tu sens qu'on est un peu sur des œufs sur ce poste-là. Le staff nous parle tout le temps de Tevita Tatafou alors qu'il a pas joué depuis très longtemps. Donc voilà, c'est toujours ça. Après, est-ce qu'on peut être champion du monde avec Dorian Aldeguerri et Rodrigue Netti sur le banc? Ça, je sais pas. Je pense pas, les gars. Je vais faire un peu l'avocat, mais la troisième ligne, franchement, je les ai trouvés impressionnants dans le travail de l'ombre, justement, des rucks, pas forcément des plaquages, effectivement, mais dans les rucks, ils ont mis une intensité pour ralentir les ballons. Jelonge, il a sauvé quelques boulots. Jelonge, franchement, il est incroyable, l'intensité qu'il met, l'engagement qu'il met dans son jeu, dans tout ce qu'il fait. Ils ont été assez bons dans les rucks. Et la première ligne, on parle, je pense, de peut-être la meilleure première ligne au monde aujourd'hui, l'Italie, alors peut-être avec les Sudaf, mais sincèrement ils sont très très bons. Ils ont martyrisé les Écossais, ils ont martyrisé les Irlandais, et oui, on a été un petit peu en difficulté dans ce secteur là, mais sur l'ensemble du match, je dirais pas que c'est du 50-50, mais on a plus que rivaliser avec eux. Donc il y a ce petit... Moi, je vous trouve quand même bien gentil avec les performances de Dorian Aldeguerri, je vous l'avoue, parce que en mêlée, je veux bien entendre que Fischetti il se cache un petit peu derrière Nicotera. Quand tu regardes les stats avancées de Dorian Aldeguerri, alors c'est un droitier, d'accord, il y a 0 mètre gagné. Ouais, mais 8 sur 8 au plaquage. 0 mètre gagné en 3 matchs. En 3 matchs cumulés. C'est ce que tu lui demandes. Je sais bien, mais alors c'est ça le problème. C'est pour moi. Je sais bien, mais alors si ce qu'on lui demande, c'est de tenir en mêlée fermée comme un droitier, d'aller chercher des pénalités, qu'il en obtient pas, mais dans le jeu courant, si tu me dis j'ai préféré un autre que Dorian Aldeguerri, je te dis ok. Même un Laclaya pour moi. Mais pour moi, honnêtement, je comprends pas qu'on reparte systématiquement sur Dorian Aldeguerri titulaire. Je trouve que ses prestations sont trop faibles par rapport au reste. Je sais bien qu'on n'a pas vraiment. On parlait des automatismes tout à l'heure entre la paire de centres. Faut pas oublier aussi que il joue avec Julien Marchand. Il y avait 5 Toulousains sur les 6 premières lignes. Ouais, donc je pense que ça joue aussi le fait qu'ils se connaissent bien. Ils ont la mêlée. Bon, je
j'en ai jamais fait, mais c'est vraiment un Flo non travail plus, collectif. Non, bien sûr. Un travail Dieu m'en collectif. garde. Alors que Pierre, Alors que moi. Ouais, non, c'est un travail vraiment collectif avec. Il faut vraiment se connaître et je pense que les automatismes qu'il peut avoir en club, ça joue aussi dans le fait que Dorian Aldeguerri soit avec le numéro 3 dans le dos. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres flops, messieurs, où on est bon? Allez, Un on petit joue, mot là. juste sur le match d'Emilien Gaëton, peut-être. Henri, tu as parlé beaucoup de Fabien Brouary. Qu'est-ce qu'il en est de Gaëton? T'en as pensé quoi de son match? Bah, il a été performant. Je crois que voilà, il saisit aussi l'occasion de malheureusement la blessure de Nicolas Deporter, qui est aujourd'hui peut-être le titulaire au poste. Voilà, il a pris le relais avec brio, que ce soit la semaine dernière ou contre l'Italie hier. Je pense que voilà, il a fait un match propre, ponctué par un essai en fin de match. Donc non, rien de particulier, si ce n'est qu'il a été bon. Il a pas fait d'erreur sur l'essai de Thomas Ramos aussi. C'est lui qui fait la différence et qui break. Donc voilà, à son image, un joueur très rapide, chasseur d'espace. Il est un peu difficulté en défense en première période. mi-temps, Il commence à 3 sur 6 au plaquage. Ouais. Il prend Marine Il a là pris un au petit sur le côté refus, mais il revient. Par contre, je trouve qu'il revient très bien Oui, les t'as 15 raison. minutes. Quand Brouary sort sur commotion, il revient très fort. C'est là qu'il marque d'ailleurs. Ouais. Et il était beaucoup plus propre, j'ai trouvé, sur la fin de match que. Si vous le voulez bien, on va se projeter un petit peu sur le match de l'Écosse. Henri, au centre, s'ils sont tous disponibles, si on a Yoram Moefana, Nico Deporter, Brouary et Gaëton, voire Calvin Gourde, tu repars sur quoi? Sur les joueurs de l'UBB plutôt, en tant que titulaire? Franchement, c'est difficile parce que les 4 sont bons, les 4 ont été performants. Je pense que l'expérience de Moefana et de Deporter fait que si les 4 sont à 100%, c'est peut-être la paire de centres bordelaises qui jouera. C'est mon avis, mais je ne suis pas dans la tête de Fabien Galtier. Mais encore une fois, Brouary et Gaëton ont su relever le défi et ce ne serait pas choquant non plus qu'ils continuent dans la continuité des 2 derniers matchs. On va regarder bien sûr le programme de la 4e journée. La France qui se déplacera dans ce qui ressemble évidemment à une finale. C'est quoi l'enjeu, messieurs, pour ce match? Pierre, vas-y. Juste pardon, sur les centres, faut pas oublier Barassi, parce que c'était lui le titulaire en novembre, et là il est revenu, il a été réintégré tout de suite dans les 23. Je pense qu'il a beaucoup de crédit auprès de Fabien Galtier. Ouais, mais on serait surpris de le voir titulaire. Gourg quand même. aussi, Gaël Ficou qui aura toujours son mot à dire avec son expérience et son talent. Henri Chavancy, non, il est cuit. Tony Marche qu'on attend. Non, mais c'est vrai que tu disais tout à l'heure c'était un poste avec énormément Avec la de monde. 3e ligne, c'est peut-être le poste où on a le plus La profondeur, elle de est monde. folle, C'est impressionnant. Mais donc vous êtes plutôt d'accord aussi, Moefana Deporter, pour vous en choix numéro 1? Oui, moi je pense, parce qu'en plus c'est la paire de centres écossaises, c'est un gros premier centre et un 13 plutôt qui aime bien les espaces, Hugh Jones. Je pense que Nicolas Deporter peut couvrir plus facilement ça. Moi sinon je tenterais peut-être un Moefana Brouary, 13 Brouary qui peut jouer également 13. On l'a vu, ça peut être pourquoi pas être intéressant pour jouer sur des qualités on va dire plus physiques, 12-13. Mais Moi je mets une petite pièce sur Moefana Barassi. Moefana Barassi. Si Deporter est out, je mets une petite pièce sur. C'est Deporter, Oui. parce que les gars, Deporter. Mais Deporter, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, actuellement, c'est le meilleur 13 français. Avant sa blessure, il était. mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais Barassi, c'est quand même le titulaire en novembre. Et là, le fait qu'il soit revenu si vite dans les 23, ça me fait dire qu'il a quand même un gros crédit auprès du. Ouais, puis il était titulaire Barassi, c'est vrai, lors du dernier tournoi aussi. Ouais, avant sa blessure. Et un Brouary en 13, on l'a déjà vu jouer en top 14, c'est possible ou au niveau international t'en penses quoi? Encore une fois, si Deporter, Gaëton ou Barassi sont aptes, je pense que ils sont devant. Après, il peut jouer 13. Pour moi, c'est plutôt un 12, encore une fois. Vraiment, avec ses qualités physiques, il peut être utilisé en premier réceptionneur pour, encore une fois, gagner des mètres et mettre beaucoup d'incertitudes avec ses qualités aussi gestuelles. Donc, moi, je le vois plutôt prometteur. Plutôt en 12. Est-ce qu'on change quelque chose dans la compo? Tu nous parlais notamment, Cyprien, de la 3e ligne. Tu repars avec François Cros, Oscar Gégou, Anthony Gelonge? Ouais, je pense que ça va repartir avec la même. Moi, j'avoue que j'aurais bien voulu donner la chance à Lenny Nouchi qui encore une fois qui a été excellent. On aurait pu le citer en top encore le banc. Encore une fois une entrée assez impressionnante. Je pense qu'à un moment donné il va mériter. Il a dit qu'il avait tout. Je pense qu'il va mériter à un moment donné de commencer un match parce qu'honnêtement il fait des entrées où tu te dis 20-25 minutes j'ai envie d'en voir plus quoi. Mais oui la 3e ligne elle est bonne. Par contre l'interrogation ça va être sur la 2e ligne. Est-ce qu'on repart avec Flamand Méafou ou est-ce qu'on repart avec un Olivon Guillard? Moi je serais d'avis de repartir avec Flamand Méafou parce que le Olivon Guillard sur le banc t'offre
plus de possibilités. Les deux joueurs peuvent jouer à la fois deuxième et troisième ligne, et donc ça t'offre un éventail plus large pour à partir de la 50e ou de la 60e minute. Pierre, tu préférais Meafou sans Jalibert, avec le retour potentiel de Jalibert dans le style, tu disais, il porte davantage. C'est pas sa meilleure. D'ailleurs, c'était l'Australien. Non, je pense qu'Olivon mérite d'être titulaire sur ce qu'il fait depuis le début de l'année. Ah, bien sûr. Après, est-ce que c'est en 4 ou en 7 je sais pas, parce qu'il peut aussi rentrer en 7 et par exemple que Jégout rebascule sur le banc. Il est rentré en troisième ligne. Je pense que Guillard paye un petit peu sa polyvalence. Le fait qu'il puisse jouer presque 4, 5, 6, 7, 8 en fait, peut-être pas 7, mais à Lyon il a déjà joué 6 plusieurs fois. Donc peut-être que lui va payer sa polyvalence. Là je pense qu'avec le match de Meafou c'est dur de le sortir. Est-ce qu'on a des infos justement sur les blessés? Mathieu Jalibert, Moefana, Deporter, ils sont espérés face à l'Écosse? Ils sont tous espérés. Nicolas Deporter, c'était 3 semaines à partir de l'Irlande. Donc on va arriver sur le match contre l'Écosse, on va être tout juste. Moefana, c'est un coup au genou sur une blessure qu'il avait déjà avant, donc c'est un peu compliqué je crois d'évaluer. Il était resté à Marcoussis au départ, puis il a été finalement renvoyé à Bordeaux. Mathieu Jalibert, lui, il espère être là, il a une petite gêne au mollet, mais apparemment c'était vraiment de la précaution, le fait de ne pas le faire jouer. Il s'est entraîné toute la semaine normalement, ça le tirait un peu lors de la mise en place. Donc lui est espéré, et Fabien Borbori, on n'a pas eu de nouvelles suite à ça. Bon, très bien messieurs, on a débattu sérieusement, on va pouvoir passer au petit jeu maintenant. On vous a préparé une compo à trous, une tier list, un quiz, ça y est, là vous avez été des bons élèves, c'était merveilleux. Maintenant les choses sérieuses commencent. Messieurs, on va s'attaquer à la compo à trous spéciale Henri Chavancy, puisque on va se projeter en février 2018. Bon, quand t'as joué, t'as commencé 12, c'est écrit, face à l'Irlande, c'était... C'est pas un bon souvenir ça, les gars. On sait recevoir. Messieurs, alors Henri, tu arrives seulement en joker là, d'accord ? On les laisse un petit peu galérer, les deux zigotos, et s'ils ont besoin de la carte Henri Chavancy, ils y vont. Messieurs, pour des raisons techniques, je vais vous demander de commencer avec l'arrière, qui n'est pas le joueur le plus facile à trouver. Est-ce que vous avez une idée, Pierre et Cyprien, du joueur titulaire à l'arrière dans la titularisation d'Henri face à l'Irlande dans le tournoi des J'aurais dit Médard, mais si c'est pas le plus facile, c'est que c'est pas lui. Moi j'aurais dit Dulin. Non. Est-ce qu'Henri, tu t'en souviens? Je suis en train de transpirer, les gars, parce que moi-même Est-ce que vous voulez un indice? C'est un ailier ou c'est un joueur toujours en activité? Toujours en activité. Qui peut Geoffrey Palis, exactement, qui était titulaire en 15. Alors Henri, sans nous donner l'identité, est-ce que tu te souviens avec qui tu formais la paire de centres? Je pense, oui. Pierre, Cyprien, est-ce que vous avez une idée? Vakatawa? Non. Mais il a joué ce match à l'aile, Virimi Vakatawa. En 11, c'est Vakatawa? Le 11, c'est Vakatawa. Bastaro? Non. Joueur qui n'est plus en activité. Fofana? Non. La dernière fois qu'il a fait une compo, c'était Fofana en 12, Ntamak en 13. Oui, c'était un petit peu bizarre. Non, là, c'est un pur centre. Là, c'est un pur centre. Doumerou? Non. Pas mal Doumerou. Joueur passé par l'UBB, notamment sur la fin de carrière. Je crois que c'est son dernier club. Lamera, Rémi Lamera, exactement. Titulaire en 13. Virimi Vakatawa en 11. À l'ouverture, messieurs. C'est Lopez, non? Non. C'est pas Lopez. Alors, les amateurs de rugby. Il n'a pas joué longtemps. Je crois qu'il s'était blessé rapidement. C'est Plisson? Non. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il se blesse rapidement. Il n'a pas joué longtemps ce match-là. Ce match-là. Il joue encore d'ailleurs. Il joue encore. Si t'as le bon. Il joue encore. Si j'ai le bon. Quel club, Henri? Non, ce serait trop facile. Ça serait trop facile, c'est une bonne indication. Ok. Il joue encore. On a peut-être parlé de lui. On a parlé de lui dans cette émission, rapidement. Et c'est pas à chaque fois, mais on a mentionné ce joueur. Qui s'appelle Ntamak? Mathieu Jalibert, qui était titulaire. Mais oui, c'est le match où il se pète très vite. Oui, exactement. D'accord. Oui, il se fait le ligament. Troisième ligne. Il se fait le genou à ce moment. Troisième ligne, messieurs, avec Venceslas Loré, qui était titulaire. Il y a du Ituria? Pas en troisième ligne. Il est titulaire en 4. En 4? Ah, voilà, ok, d'accord. Bien joué, c'est déjà beau. On a un joueur qui joue toujours. Yacouba Camara? Exactement, en 7, en 8, plus dur. Il joue toujours ou il joue plus? Il joue plus. Est-ce que tu t'en souviens, Henri? C'est une période où on peut avoir du Goujon, où on peut avoir du Soleil, on peut avoir du... Gourdon.
Gourdon. C'est Gourdon, ouais. Là, on voit le Real qui a un petit doute entre Lohan Goujon et Gourdon. Henri Galéry s'est dit bon, allez, Bon, vas-y. allez, ok. Non, Mais ça surtout, donne. mais Non, Gourdon. je pensais à Loulou Picamol qui était. Mais qui n'était pas titulaire Ok, dans ce match. À droite, messieurs, de la mêlée. Winnie Non. Poirot, Guirado. J'ai vu des personnes, il joue encore, et j'ai vu des personnes demander à ce qu'il soit titulaire pour le prochain match. Je n'y crois pas plus Rabat que ça, mais comment Rabat Slimani Rabat Slimani bien joué, qui bien était titulaire. Bravo, bravo messieurs. Henri, tu te souvenais de tous là ou pas, honnêtement? Je n'aurais pas forcément tout trouvé, mais oui, évidemment que je me souviens de chaque joueur et qu'on a partagé Une belle. C'est un belle souvenir. des après-midi. bons moments et un souvenir. C'est quoi C'est un et souvenir horrible, ce cruel, match. horrible, ou c'était une titularisation dans le tournoi C'était une destination? titularisation pendant le tournoi destination au Stade de France, donc c'est forcément quand même malgré tout des moments qui marquent une carrière, mais c'est vrai qu'on avait fait, c'était à l'époque où l'équipe de France était un peu en difficulté, Oui. et l'Irlande en pleine forme, et c'est vrai que voilà, on avait fait un gros match, et ce drop après la 80e 40 mètres. de 40. Il est long. Ouais. Il est long ce drop. Il est terrible. Et voilà, j'ai des photos en sang, en train de regarder le ballon passer. Voilà, c'est vrai que c'était assez cruel comme scénario. Mais non, ça reste des bons moments. J'ai pas joué énormément en équipe de France, donc forcément, tous ces moments-là, je m'en souviens. Laquelle t'as le plus marqué de tes 4 caps? Laquelle tu retiens? La première, la dernière Bah après, alors j'ai 4 caps, mais j'ai un match de plus justement qu'on voit là en image contre la Nouvelle-Zélande qui comptait pas, et c'était voilà, je me rappelle du haka. C'est vrai qu'il joue avec où? C'était à Lyon, au Ok. Groupama Stadium, et c'était un bon moment. Non, ma première cape, c'était à l'Aviva Stadium l'année d'avant, ce match-là justement avec le drop de Sexton. L'année d'avant, j'avais joué déjà pendant le tournoi à l'Aviva Stadium. La première sélection, c'est toujours forcément une première Marseillaise, un moment sympa. Bon, on va continuer à cuisiner, Henri, puisque je t'ai préparé une petite tier list des joueurs que tu as affrontés assez récemment. Je me suis dit que t'aimerais pas trop casser du sucre sur tes collègues. Donc on va pas classer les joueurs, Ouais. lequel est le meilleur, lequel est vraiment pas si bon que ça, surtout qu'il y en a pas à ce niveau-là. Mais c'est davantage comment toi t'as vécu le duel. Est-ce que ça s'est bien passé? Pourquoi? Est-ce que tu t'es fait marcher dessus? Ça arrive dans une journée moins bonne. Est-ce que le duel il t'a été très favorable? Dans ce match face à l'Irlande, il me semble que tu étais face à Boundeaki. Comment ça s'est passé face à Boundeaki? Est-ce que ça a été un enfer? Il était dans un bon jour, 50-50, ou tu l'as tordu? C'est les catégories qu'on a mises. Non, pas. Allez, il l'a tordu, j'ai compris. Non. Sur le match dont on parlait, Ce match, 13, dans là, les je dirais autres que t'as eu, est-ce que 50-50. tu l'as Je crois peut-être joué que avec le Connacht ou autre? c'était un match. Ouais, je l'ai joué aussi avec le Connacht, mais c'était un match très serré, qui s'est encore une fois pas joué à grand chose, et je crois que voilà, on s'est neutralisé sur ce match-là. Mais non, Boundeaki, c'est un des meilleurs premiers centres du monde. C'est l'archétype justement du premier centre, très costaud, assez fin techniquement, rapide, voilà, très 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 bon joueur qui arrive un peu en fin de carrière maintenant, mais ça a été un des, voire le meilleur premier centre du monde à un moment donné. Et moi je me souviens, Boundeaki, même avec le Connacht il y a une dizaine d'années, il jouait 8 sur les mêlées offensives tellement il était capable de... Josh Tussova le fait au Racing de temps en temps Ouais, aussi. Ouais. On reste en Irlande avec Stuart McCloskey que tu as joué lors de ta dernière saison face à l'Ulster. Un tournoi, d'ailleurs. McCloskey, s'impose, alors je suis assez étonné d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est pas forcément le premier choix en Irlande. C'est un joueur qui est dans le milieu depuis très longtemps, qui a toujours été un peu second couteau des Irlandais, mais qui fait un gros tournoi effectivement. Mais il profite de la suspension d'Aki justement. Drobian Shaw aussi qui est blessé. Ouais. Mais non, McCloskey, je crois que c'est l'archétype du joueur de club, toujours performant, toujours à 12-13 sur 20, un joueur assez costaud, grand, qui est assez agile aussi, ballon en main. Donc, T'avais gagné ton duel? je me rappelle plus de tout ça, mais je me souviens pas m'être fait rouler dessus, donc on va dire 50-50 encore. 50-50. J'espère que t'en as tordu un. Oui, attends, tu vas. Ça y est. Il y a sa photo. On va parler. On mettait Il y en a bien un que t'as tordu. Manu Tulagi, que t'as beaucoup joué en réalité, face à Bayonne, face à Sale également. Je t'ai mis des costauds. T'as joué des sérieux. Aussi, à l'époque où il était à Leicester. Ah oui, aussi. Où est-ce qu'on le met?
Ah, vous m'avez sorti que des grands joueurs, les gars. Pareil, Manu Tulagi, très costaud, peut-être un peu moins à l'aise ballon en main que Haki, mais vraiment très dur sur l'homme, que ce soit avec le ballon ou en défense. Mais je me souviens pour le coup que qu'entre Sale, on les avait joués de mémoire en 8e ou en quart de finale de Champions Cup. Une année, en 2022 ou 23, et ça s'était plutôt bien passé. Allez, hop, tordu. Ne dis pas, tordu, ça je m'en occupe. Tordu, ça vient grand mot, mais ça, on éditera. On dirait que tu as marché dessus. Un short. Auguste Cadeau, alors c'est pas le bon maillot, c'est OMHR lors de la dernière saison, qui a un bon centre de top 14, qui a pas le palmarès des autres, mais comment ça a été passé pour toi face à Cadeau ou pour Auguste Cadeau face à toi? Auguste Cadeau, c'est un très bon joueur qui s'impose maintenant un peu dans le 15 Montpellier. Ouais. Pourtant, il y a de la concurrence, donc je crois que ça montre aussi toute la qualité qu'il a. Moi, quand j'ai joué contre lui, c'est vraiment un jeune joueur qui est arrivé dans le championnat. Ni bien passé, ni pas bien. Je vais tous les mettre 50-50. Hein, 50-50 ? Mais ouais, c'est un bon joueur. Il a surtout la même polyvalence que toi au début, c'est qu'il peut jouer 12-13. Ouais. Il a fait quasiment autant de feuilles de match en 12 qu'en 13 depuis le début de la saison avec Montpellier. Et c'est aussi cette polyvalence-là qui l'aide. C'est vrai. Moi, même quand j'ai commencé, je jouais un peu à l'aile même. Ouais. Puis après, plutôt 13 et puis plutôt 12. Je me suis déplacé de l'aile vers le milieu. Comme tu l'as dit. Ouais. Exactement. Qui a commencé 13, même ailier, et qui s'est rapproché du 12. Comme Josh aussi. Mais... il a sauté le 13, Josh. 14-12. Ouais. On continue, messieurs, avec Sionnet Tuipulotu, qui affrontera nos Bleus normalement dans 2 semaines. Bon, ça m'emmerde, mais je pense que lui, c'est plutôt dans la catégorie où il était dans un bon jour. Non, mais il était. On a joué, je me rappelle, c'était il y a 2 ans à Glasgow. Ah, mais oui, j'étais là. Il était long ce match. Ouais, il était long. Et alors, il aurait pu être encore plus long parce que on était bien revenu sur la fin. bien revenu à la fin, c'est vrai. Heureusement, mais effectivement, il avait fait un gros match ce jour-là et ouais, c'est un joueur très explosif, très costaud. Non, mais je dis il était long parce qu'il y avait il faisait un froid. Ouais, non, mais c'était incroyable sur le synthé de Glasgow. Le terrain, il est horrible. Ah ouais, non, et en plus, j'étais allé avec une équipe quand même un petit peu remaniée, jeune. Très remaniée, ouais. Et en face, ils avaient mis leur équipe type. C'était. Ouais, on va dire que c'est les circonstances qui étaient favorables. On avait pris 3 ou 4 essais d'entrée, puis après à la fin, on était bien revenus. Je me demande si on n'avait pas pris le bonus défensif ou je sais plus. Mais Jérémy Ward du Stade Français. Jérémy Ward, ça a toujours été des belles confrontations avec des matchs aussi un peu particuliers contre le Stade Français à chaque fois. Mais on s'est toujours beaucoup respecté. Je sais pas si on avait le même style de jeu, je sais pas, mais en tout cas, on était tout le temps, tous les deux, assez portés sur la défense. On aimait bien, on était un peu les leaders de défense de nos équipes respectives et on s'est toujours bien respecté, donc je dirais 50-50. Même si on a plus gagné que perdu contre le Stade Français, je tiens à le dire. C'est important de le rappeler. Mais non, ça a toujours été des matchs sympas. On continue. Yoram Moefana. Yoram Moefana, bonjour. C'est un super joueur. C'est un joueur contre lequel c'est très difficile de jouer parce qu'il est très complet. Il est très explosif, très rapide, très bon balle en main. Il est capable de jouer sur l'extérieur. Donc, quand on est en défense, on est forcément fixé par ses courses. Et il est capable, au dernier moment, de faire jouer devant ou après la défense. Donc, non, c'est un super joueur. C'est très dur de jouer contre lui. Joshua Tuisova, que tu as eu en adversaire également. Allez, là, lui, je le mets à... Un enfer. Mais c'est dingue. Tous les joueurs disent Tuisova, c'est horrible. Quoi. Un enfer. Josh, c'est un dinosaure. Hein. C'est un joueur très difficile, voire impossible à arrêter en 1 contre 1. Et ouais, on a joué beaucoup l'un contre l'autre. Et après, j'ai eu la chance de jouer avec lui. Et ouais, non, c'est un joueur. Quand tu le vois qu'il signe au Racing, est-ce que tu as ouvert une bouteille de champagne? Ouais, carrément. Surtout que l'année d'avant, avec Lyon, là pour le coup, il nous avait roulé dessus. On avait pris une balle branlée à Lyon et il avait été énorme. Donc, mais j'ai un souvenir, je sais plus si tu jouais ce match, mais contre Bayonne l'année dernière à l'Arena, où vous faites une touche longue et il réceptionne la touche et il va tout droit. Il y a Tulagi qui rebondit, il y a 3 Bayonnais qui rebondissent sur lui et tu te dis, il allait tout droit. En 1 contre 1, il est impossible à arrêter. Impossible. Pita Haki, qui vient de quitter le Stade Toulousain. Pita Haki, ouais, je dirais 50-50 aussi. C'est un super joueur, pareil, qui arrive un peu en fin de carrière, mais qui était capable de tout faire aussi, un peu à l'image de Boundé Haki, de Tuipulotu.
Voilà, des joueurs très costauds, très intelligents, très bons techniquement. Donc, il portait autant la balle qu'eux, il faisait aussi mal ou c'est plus. Ouais, il était capable vraiment de porter le ballon et de créer des points de fixation. Donc très complet, ouais. Un peu comme c'est les deux autres. D'ailleurs, c'est 3 joueurs du Pacifique, qui ont les origines du Pacifique et avec un profil assez similaire. Je t'en fais un dernier parce que sinon j'ai peur d'être pris par le temps. Ma'a Nonou. Ma'a Nonou, quelle période? Parce qu'il joue encore. Quand tu l'as joué, tu moyennises tout ça. Qu'est-ce que t'en as pensé? Un peu le même profil, encore une fois, un joueur un peu du Pacifique que Pitahaki, Bounaki. Je le mets en 50-50 sur vos confrontations. 50-50, puisqu'on a joué beaucoup l'un contre l'autre à l'époque où Toulon était à son prime, le Racing était vraiment bien aussi. D'ailleurs, on s'est joué en finale de championnat en 2016. Qui s'est plutôt bien passé. Plutôt bien passé pour nous, donc voilà, mais quand je dis 50-50, je me compare pas bien sûr, avec ces c'est joueurs, une confrontation. Des carrières beaucoup plus importantes que la mienne, mais bien sûr. Alors on va passer à la suite. On est un peu pris par le temps. Désolé pour Jonathan Danty et Jules Favre. On en reparlera dans une prochaine pas la Rochelle ici, émission. Peut-être qu'ils ont été tordus et au contraire on les protège. On les préserve, bien sûr, tu nous connais. Un petit mot sur un joueur avec qui tu as beaucoup joué, c'est Virimi Vakatawa, qui est arrivé du 7, qui a joué ailier avant de se stabiliser au centre. C'est un joueur différent, Virimi Vakatawa. Ouais, c'est un joueur extraordinaire qui a des qualités. Moi, j'ai jamais vu ça, un joueur avec des capacités d'appui, de contournement, physique aussi, ce qui est très costaud, technique, il est capable de faire, à l'image de ce qu'il faisait avec l'équipe de France A7 aussi. Voilà, il est capable de tout faire avec le ballon, de tout faire en défense. C'est un très bon joueur aussi défensivement. Plutôt profil numéro 13, on parlait des profils tout à l'heure. Lui, c'est plutôt un profil de numéro 13, très bon dans les espaces. Et voilà, je l'appelais mon voisin parce qu'on habitait à côté et on était à côté souvent sur le terrain. C'est peut-être le joueur avec lequel j'ai pris le plus de plaisir à partager le centre du terrain. On s'entendait très bien, on s'entend toujours très bien. Ça a été très dur d'apprendre son souci cardiaque qui l'avait obligé à arrêter sa carrière dans un premier temps. Aujourd'hui, je sais qu'il a repris au Fidji. J'espère que il prend pas de risque avec ça et que tout ira bien pour la suite de sa carrière. Oui, il pouvait pas jouer en France, il a joué un petit peu en Angleterre et là il reprend sa carrière avec les droits, il me semble. Il a joué à l'aile avec les droits la première journée de Super Rugby. Ouais, c'est vrai que c'était un joueur, c'est toujours un joueur fantastique, Virimi Vakatawa. Messieurs, on va passer au quiz, si vous le voulez bien, un quiz spécial Henri Chavancy. Pour terminer l'émission, tu as le droit. Alors, il y a des règles spécifiques. La compo, il y a des règles spécifiques. Là, ça va être des questions nominatives. D'accord. C'est des questions pour Pierre, une question pour Cyprien et une question beaucoup plus dure pour Henri. Mais c'est des niveaux de difficulté différents. Par exemple, Pierre, on va commencer assez tranquillement. Je vais te demander en quelle année Henri est né selon toi. Quelle génération Henri Chavancy? Attends, c'est simple. Il m'a dit il m'a dit qu'il arrêtait à 37 ans. 37 ans, est-ce qu'il les avait l'année dernière ou cette année? Je sais pas, mais on va dire qu'il les a toujours, les 37 ans. Et donc, on va faire 2019. Tu es de la génération, bien évidemment, 89. Et non, mauvaise réponse de Pierre Thévenet, 88 pour. Je peux te laisser répondre à la limite. 88. Tu avais 37 ans l'année dernière et tu les as. Je les ai toujours. On est en février. 0 point pour Pierre Thévenet, s'il vous plaît. Henri, lors de ta première saison, tu disputes 3 matchs de Pro D2. Ton premier match face à Aurillac, un autre match face à Agen. Est-ce que tu te souviens de l'autre équipe contre laquelle tu as joué lors de ta première saison? Oui, je me rappelle parce que c'est le seul déplacement, c'était mon premier déplacement et c'était à Limoges. C'était Limoges, bonne réponse. Elle est suffisamment dure. Henri Chavancy connaît Henri Chavancy. C'est bon. Il parle de lui à la 3e personne. Bravo. Je me rappelle parce que pour la petite anecdote, donc j'avais 18-19 ans et je me suis retrouvé dans la chambre avec Thomas Lombard à Limoges. Donc je me rappelle parce que quand tu arrives à 18 ans et que tu te retrouves en chambre avec Thomas Lombard quand on a 35 ou 36, je faisais pas le fier, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Thomas. Question pour Cyprien. En quelle année est-il champion de France de top 14? Il l'a dit tout à l'heure. Sérieux? En 2007. Attends, 88, tu pourrais quand même connaître l'âge de tes invités, Pierre. Sérieux. S'il te plaît. Ça y est, ça critique déjà. Pierre, question pour toi. Lors de cette finale, qui subit le plaquage de Max Machenaud qui est exclu? Quel joueur subit ce plaquage? Il l'a pas.
Il l'a pas. Mais bien sûr Il qu'il était l'a même pas né. Je suis pas Arrête, sûr qu'il était bien sûr, né running cette gag. année-là. Attends. On a le droit de l'insulter ou non? Non. Alors, On peut on a donner des toujours le indices. droit de On peut donner des l'insulter. indices. Voilà, on peut Ah aider un non, peu. non, c'est du sérieux, on va Non. pas commencer à tricher. Henri, je sais que t'es compétiteur. Allez, 10 secondes, Pierre. Maxime Macheneau, il fait ce plaquage-là sur Matt Guito. Bonne réponse de Pierre Thévenet. J'ai eu un vague. Je me dis, c'est pas le 9. J'avais un vague souvenir d'un casqué. Bien joué. Henri, On t'entend moins, à là. 2 minutes près, à quelle minute Maxime Macheneau est exclu? Ah. J'ai deux versions. Il se permet parce que ça finit bien, cette histoire. Oui, bah, bien Je sûr. dirais allez, 17, 18, 17. 19e minute, donc bonne C'est bon. réponse. Ah, bah, Henri. ouais, voilà. C'était à Bravo. 2 minutes près, bravo. Cyprien, peux-tu me citer un joueur titulaire dans ce match, toujours en activité? Il y en a 4. Mahonou. Non. Pas du tout. Allez, hop, ça dégage. 0 point. Est-ce que vous en aviez pour... Bah, pas Henri. Moi, j'en ai, moi. Attends, on Là, essaye Pierre. il y en a qui a changé de club d'ailleurs. On essaye Pierre. Est-ce que Pierre, t'en as? Bah, tu sauras. Tu sauves, bonne réponse, t'en as d'autres? Ben Arous. Alors, Non, Ben Arous, il a pris sa retraite. il a pris sa retraite. Ah, Enfin, semi-retraite. Titulaire ou Titulaire. Ah, titulaire. Titulaire. Ben Arous, entre deux. Ben Arous, ça marche pas. Bah, il y a Sanconi. Non. Non, il y est pas là, ça, Fabien. Pas titulaire. Non, T'en as d'autres? T'en as, vas-y. Moi, j'en ai, ouais. Alors, Ben Tamefuna. Ouais, il me les faut tous pour que tu marques un point, toi. Ben Tamefuna, Josh Tussova. Il y en a combien, t'as dit? 4. 4. Sur le banc, il y avait Kamisha, mais ça compte Ça pas. compte pas. Un Gouzen, pilier, un- Gouzen, il joue encore Non, à il vient de prendre Bulls. sa retraite. Elle est prise la retraite. Ah, alors j'ai vérifié. Elle est je prise veux la la retraite. Attention, T'es sûr attention. Oui, bah oui. Bah, on te Il y en a compte, de deux. toute façon. Il y en a Ça fait deux, cinq, un en au top pire. 14, un en Pro D2. Du Racing ou Toulon? Alors je vais vous les donner parce que sinon on est pris par le temps, on me le dit dans l'oreillette. Il y avait Chilachava Ouais. qui jouait déjà et Miko Tadze qui joue maintenant oui. à Brive. Ah non, ça, je les aurais pas. Ah non, c'est trop dur. Je vais te poser à qui? À Pierre maintenant. Non, Qui- c'est à... Ah, c'est à moi qui vais te poser la question. Non, là. maintenant c'est à toi. Ah, ok. Qui était le vis-à-vis de Henri dans ce match? En 12, du coup. Ouais. Ah non, Guito joue. Allez, 10. Basta. Quoi? Mermoz. Mermoz, bonne réponse. Alors on est pris par le temps, c'est terrible. Allez, encore 2 questions et après on n'en parle plus. Cyprien, contre quelle équipe Henri perd sa finale de Champions Cup en 2020? Est-ce que c'est 2020? Oui, tu l'as. Allez, Celui-là. allez. Dis. C'est Leinster? Exeter. Et c'était Exeter. Et la je dernière sais pas. question, elle est pour Henri, je suis désolé. Qui était ton vis-à-vis dans ce match? Du côté Exeter. d'Exeter. Ah, si, j'ai. C'est le Slade? Henri Non, Slade. c'était pas Slade, pas c'était Slade. Yann Wheaton. Oh. Elle était dure, c'était une question. Il se souvient plus de Limoges que Bah, de, Slade que de- jouait 13, que de Yann Slade- Wheaton. Slade jouait Messieurs, 13, je suis ouais. désolé, le quiz a été un petit peu raccourci. J'ai gagné, c'est pas grave. C'est l'heure aussi du super Henri. Moscato Show où Henri va. Merci en tout cas, messieurs, de nous avoir Merci, Henri. accordé à nouveau de votre Avec temps. On se plaisir, retrouve merci à vous. lundi prochain sur la chaîne YouTube RMC Sport. C'était un plaisir, Henri, tu reviens quand tu veux. Merci l'équipe.